Eh bien bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir pour la dernière de la saison de Tribun. Après c'était le 7e numéro ce soir, c'est le 7e. Et c'est donc la dernière de la saison avant une nouvelle saison, la saison prochaine donc qui s'annonce extraordinaire, on vous en dit pas plus. Et pour cette dernière, ce soir on va parler de dérèglement climatique. C'est un sujet étudiant et c'est même un sujet tellement générique, il touche tellement tout le monde que on ne pouvait pas passer à côté avant de clôturer cette saison. Alors, avec nous ce soir, deux spécialistes de la question. Pierre, salut Pierre. Salut à tous et à toutes. Alors présente-toi, je t'en prie. Bonjour à tous, je suis dans la vingtaine, passé maintenant, presque la trentaine on pourrait dire. Tu fais ton petit bonhomme de chemin. C'est ça. Et écoute, je travaille dans une collectivité en lien dans le développement durable et je co-gère une page sur tout ce qui est météo, observation météo. Son nom, Météo 77. 25 000 abonnés, hein. Oui. Même un peu plus, hein. Et tu donnes les prévisions sur l'ensemble du département de la Seine-et-Marne. Alors, je suis pas le seul, il y a Lucas et Paul, que je salue. Mais oui, on est sur l'observation et prévision Seine-et-Marnaise. Mais tu sais que moi, quand, par exemple, j'aime beaucoup, la ville de Meaux, par exemple, tu sais. Et du coup, je connais des gens qui habitent Meaux, que je connais bien, et qui regardent ta page, et qui s'informent de la météo grâce à toi. Je remercie. Donc voilà. Je les remercie. T'es connu. Merci. On sait que c'est toi maintenant. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de. On met un visage sur. Voilà, exactement. Voilà. On reste assez discret en termes de com, etc. On ne montre pas trop nos visages, mais là, ça va. Il n'y a pas de souci. Voilà, avec ses lunettes. Exceptionnellement, voilà, exactement. Et Thomas, qui était déjà là la semaine dernière et qui est de nouveau là cette semaine. Salut Thomas. En effet, salut Loïc. Représente-toi hein, si tu le souhaites. Alors oui, moi c'est Thomas Limonture. Je vais de l'Université des Antilles. Là, je suis actuellement en Master 1 de Sciences Politiques, mention métier du politique. Et merci à vous toutes et tous d'être là. Et merci à l'équipe Radio Rec. Et d'ailleurs, tu as eu ta note de soutenance de mémoire. Oui. Excellente, j'imagine. Oui. Voilà. C'est un grand de notre classe, ce cher monsieur. Ça me convient, mais c'est passable. Bon. C'est pas, il est toujours, il se sous-estime un petit peu. Il est très modeste. C'est un homme très modeste, mais il ira loin. Hein. Enfin, on a deux hommes qui iront très loin ce soir, voilà. Hein. Et merci à Tristan qui est avec nous ce soir à la technique. C'est pas Théo, voilà, qu'on salue. On le retrouvera la saison prochaine. Il a eu un petit empêchement. Et c'est son pote Tristan qui est avec nous ce soir. Donc merci à lui de gérer la technique. Un petit mot aussi pour saluer, pour embrasser Amanda qui devait être là ce soir avec Pierre, qui malheureusement a un petit souci de santé. Voilà, on l'embrasse. Et puis, je fais une petite annonce. Mais l'année prochaine, Amanda me rejoindra en tant que présentatrice dans l'équipe. On sera 2 présentateurs, voilà, l'année prochaine, pour un projet Tribun qui évoluera très fortement avec beaucoup de nouveautés. Là, on est un petit peu sur des émissions pilotes depuis mars, mais à partir de septembre, on va vraiment se professionnaliser. Donc, je suis ravi de l'accueillir la saison prochaine. Première partie, donc. Alors d'habitude, on fait une pause. Là, il n'y aura pas de pause ce soir, une émission un petit peu plus courte, puisqu'on va débattre d'abord des questions d'actualité avec une question, un petit peu en lien d'ailleurs avec ces histoires de dérèglement climatique. Hein. Et je vais m'adresser à Thomas spécifiquement. La dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre par Gérald Darmanin. Il y a eu beaucoup de grabuge autour de cette histoire, il y a eu beaucoup de récupération politique aussi. Est-ce que tu comprends, toi, cette décision prise par le ministre de l'Intérieur ? Oui, alors c'est une décision politique. Alors il faut bien rappeler qu'est-ce que les soulèvements de terre. C'est un groupe d'associations qui se mobilisent pour mettre en place des dispositions pour remettre en cause des projets comme le projet Méga-Bassine. Et ce que le ministre de l'Intérieur a pris comme disposition, c'est purement politique. Et deuxièmement, ça doit se régler par le dialogue. Si les soulèvements de terre font valoir des mesures, remettent en cause des projets, ça doit passer par le processus démocratique, par le dialogue, par le cadrage institutionnel. Si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dissout les soulèvements de terre, et même il n'a pas fait d'enquête, c'était juste pour en fait la violence supposée de l'association Les Soulèvements de Terre. Après, bien évidemment, les violences, des violences qui sont marginales, on condamne, mais il faut regarder
ce que les soulèvements de terre mettent sur la page comme problème de fond, qui est le dérèglement climatique. Et pourtant, je suis favorable au projet de Lyon-Turin. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec les soulèvements de terre, mais dissoudre l'association, pour cela, et d'ailleurs, monsieur Gérald Darmanin parle d'écoterrorisme. C'est un néologisme tout à fait fallacieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qu'il veut qu'on retienne, c'est le mot terrorisme. Et on sait que ce mot fait très peur. Donc c'est pour ça que Gérald Darmanin cherche à mettre de côté, vilipender ce genre d'association. Moi, je ne suis pas d'accord pour les dissoudre, je suis pour le dialogue. Et si Gérald Darmanin, évidemment, il a dissous l'association Les Soulèvements de Terre, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas pu trouver un consensus pour voir comment il peut trouver des accords avec les soulèvements de terre, pour voir qu'est-ce que les soulèvements de terre mettent comme problème, qu'est-ce qu'ils soulèvent comme problème, pour pouvoir le régler de façon harmonieuse en faisant des impacts sur ce qu'ils mettent en cause. Et est-ce que justement le fait d'avoir dissous cette association n'engendre pas le risque que le mouvement se radicalise? C'est-à-dire que d'autres petits mouvements se créent en dehors et donc entraînent une radicalisation du mouvement de base? Oui, en effet, tout à fait. Quand, en dissolvant des associations qui jouent, on va dire, puisque cette association aussi joue la désobéissance civile. Bon, je ne vais pas rappeler, ça vient de Thoreau, et en fait, ça prône la désobéissance à la loi, mais c'est en parallèle, mais en veillant à ne pas être violent, juste en désobéissant. Mais évidemment, quand le ministre de l'Intérieur dissout des associations comme cela, évidemment, d'autres associations plus radicales vont prendre le dessus. Et c'est dommage. Darmanin a utilisé une décision purement, j'ai envie de dire, machiavélique, et en utilisant des mots qui sont beaucoup trop forts, à mon avis, comme écoterrorisme. Non, on a le droit d'être radical face à la menace du dérèglement climatique. Parce que c'est un problème majeur, on doit le régler avec tous les parties prenantes. On ne doit pas venir dire oui, ce qu'il fait, c'est légitime. Non, regardez ce qu'ils mettent en valeur, regardez les problèmes sous-jacents aussi, et voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour satisfaire tous les parties prenantes. Et l'appel aussi, c'est aussi mettre à contribution les acteurs privés et les acteurs publics, et surtout les acteurs privés, pour résoudre ces problèmes de manière pacifique. Mais est-ce que leurs actions, des soulèvements de la Terre, ne sont pas un petit peu disproportionnées? Parce qu'on a vu, par exemple, qu'ils se sont attaqués à un producteur qui, justement, avait mis en place dans sa localité un système écologique lié à la récupération de l'eau, etc. Ils se sont attaqués à cette personne-là qui, justement, allait dans leur sens, entre guillemets, et ils ont détruit ces parcelles. Est-ce que, parfois, leur action n'est pas un petit peu disproportionnée, et justement, ça alimente pas ce fait que Gérald Darmanin qualifie d'écoterrorisme? Oui, sur cette question. Après, évidemment, il y a des cas marginaux, mais nous ne devons pas faire des cas marginaux une généralité. Évidemment, nous devons condamner une partie. C'est comme pour la réforme des retraites. Il y a eu les Black Blocs, mais on va pas prendre les Black Blocs pour dire qu'ils représentent la majorité des manifestants. C'est toujours ça. C'est prendre des cas spécifiques et en faire une généralité. Et on dit que au final, c'est de l'écoterrorisme. Donc eux tous, ils participent. Évidemment que non. Et pour cette affaire spécifique, je ne connais pas très bien l'affaire, mais évidemment, on doit condamner des actes marginaux. Alors, il y a un processus législatif qu'on doit appliquer, le règlement, etc. Mais c'est quoi la menace? C'est le dérèglement climatique. On ne doit pas oublier les objectifs concrets que l'État français doit accomplir pour arriver à baisser le dioxyde de carbone et à accomplir des objectifs en termes d'écologie. Et ne pas parler d'écoterrorisme, ça n'a aucun sens, à mon avis. Et donc toi, malgré tout, est-ce que tu soutiens les actions donc parfois virulentes ou est-ce que tu prônes peut-être des actions plus
plus pacifique, pour faire entendre davantage la cause. Parce que forcément, et dans les médias, on va mettre en lumière ces cas marginaux de violence. On va axer sur ça. Et donc, il y a un risque de renverser un petit peu l'opinion publique qui va avoir une vision un petit peu négative, nocive du mouvement qui, à la base, est potentiellement légitime. Est-ce que, donc, toi, tu condamnes réellement ces actions marginales violentes? Est-ce que tu prônes peut-être des actions plus pacifiques, une coordination de différentes associations? Parce qu'il y a plusieurs associations aussi qui luttent sur ces questions-là. Évidemment. Oui, après, c'est du cas par cas. Évidemment, comme j'ai dit, pour le projet Lyon-Turin, je suis favorable et l'association des soulèvements de terre, ils ne sont pas favorables. Évidemment, c'est à prendre cas par cas, mais c'est toujours regarder leurs revendications et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter concrètement et qu'est-ce que l'État peut prendre comme solution et voir comment l'État peut faire les parties prenantes dialoguer et pouvoir trouver des accords et des solutions pacifiques. Mais évidemment, les actions violentes peuvent faire pencher l'opinion publique. C'est ça aussi le problème. Mais quand on est face à des menaces et qu'on voit des acteurs privés qui ne jouent pas le jeu, surtout qui ne jouent pas le jeu, quand on sait qu'on a certains ministres qui vont juste demander aux acteurs privés, tandis que face à, par exemple, les associations comme les soulèvements de terre, qui vont parler, qui vont avoir des actions radicales, on peut les comprendre. Et d'ailleurs, la première ministre a dit qu'elle comprend ces revendications. Et le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a même un peu tensé la première ministre en disant que ce n'était pas juste de dire, ce n'était pas responsable de dire qu'elle comprend les manifestations. Pourquoi elle comprend? Elle sait très bien qu'il y a il y a une menace. Elle est là. La menace, c'est pas l'éco-terrorisme. Non, on doit prendre les choses à la racine. La racine, c'est quoi? C'est le réchauffement climatique. C'est ne pas faire au maximum des études d'impact pour voir quels sont les projets qu'on peut faire de manière viable et prolifique et quels sont les projets où on ne peut pas aller plus loin. La passerelle est toute trouvée concernant ces projets et ces solutions qu'on va essayer de débattre donc dans cette seconde partie liée à ces questions de dérèglement climatique. Merci Thomas pour cet entretien et donc on va inclure Pierre désormais pour la deuxième partie, donc faire nourrir le débat. On va parler donc de ce grand dossier lié au dérèglement climatique avec une première question. J'ai lu en préparant cette émission un sondage, j'aime bien lire les sondages, il y a 17% des moins de 25 ans qui pensent que le dérèglement climatique n'est pas une réalité. C'est un sondage très sérieux pour Ipsos, publié en mai dernier, il y a un mois seulement. Êtes-vous surpris tous les deux par ces chiffres et comment faire pour les convaincre du contraire, hein, de renverser un petit peu cette tendance? Pierre. Alors moi, est-ce que je suis surpris? Je trouve que 17% qui ne sont pas, qui sont on va dire climato-sceptiques, hein. 17%, je pense que c'est un chiffre qui m'a l'air quand même plutôt bas, hein. On est autour de 2 jeunes sur 10. Donc ça qui sont climato-sceptiques. Hein. Qui sont, alors oui, c'est peut-être un manque de communication au cours de leur vie, d'éducation, etc. À l'environnement. Mais je peut-être trouve que leurs parents eux-mêmes sont aussi climato-sceptiques et voilà. donc ils se nourrissent de ça. Alors moi je trouve que donc c'est un sondage pour les étudiants, enfin les jeunes français. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans en France. En France. Donc je trouve que on n'est pas à un niveau. En fait, j'ai pas envie d'être négatif absolument. Tu vois le verre à moitié plein, quoi. Voilà, je trouve que on n'est pas à un niveau très alarmant, même si tout est alarmant quand on parle de climato-scepticisme, hein, mais on n'est pas à un niveau hyper alarmant comme on peut voir aux États-Unis, où là on est plutôt autour de 50% qui n'y croient pas. Alors ils n'y croient pas pour diverses raisons, et d'ailleurs en France c'est peut-être aussi pour le cas, hein, ils sont dans le déni, ils veulent pas se remettre en question, ou alors tout simplement ils ont peut-être pas eu la sensibilité, et donc voilà. Mais je pense que c'est toujours trop, c'est sûr, mais je pense qu'on est sur un niveau qui indirectement me soulage. J'aurais pu penser plus, même chez les jeunes, pardon.
Thomas? Oui, je le rejoins tout à fait. 17%, j'ai envie de dire que c'est un bon chiffre au regard de la situation. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'abord de comprendre pourquoi ils sont climato-sceptiques, pourquoi ils refusent certaines réalités. C'est d'abord essayer de faire ce travail de pédagogie, de comprendre pourquoi ils sont contre ou ils ne veulent pas, ils ne croient pas aux réalités scientifiques. Et deuxièmement, c'est aussi de voir quelles sont leurs préoccupations majeures. J'ai vu un sondage, en fait non, c'est pas un sondage, c'est une étude sur comme préoccupation, comme la première préoccupation. Et en fait, c'est la hausse du coût de la vie qui est le premier sujet de préoccupation au niveau mondial, donc ce qui s'applique aussi à la France. Donc on doit se poser la question, donc s'ils sont climato-sceptiques, peut-être qu'il y a d'autres variables sous-jacentes qui peuvent faire dire peut-être bon, ils n'y croient pas, c'est pas leur priorité, ça ne les concerne pas, ils ont d'autres problèmes. Et c'est ce qu'on doit voir, c'est quelle catégorie sociale peut-être qui n'y croit pas. C'est d'essayer de décortiquer tout cela et de voir de manière rationnelle qu'est-ce qu'on peut faire, quelle pédagogie qu'on peut faire. Mais on ne doit pas pour autant freiner les actions. Évidemment, on peut faire les choses en parallèle, c'est-à-dire mener des actions concrètes sur l'écologie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et en même temps faire de la pédagogie. Évidemment, sur les 17%, on ne peut pas s'arrêter à cette minorité et se figer à ça, puisque 17%, c'est pas beaucoup. Et comme il a dit, c'est un bon chiffre au regard de la situation. Pierre, toi, quelle solution tu pourrais apporter pour essayer d'inverser la tendance? Alors, moi, je suis en accord avec ce que Thomas a dit. Hein. Il faut être dans la pédagogie dès le plus jeune âge. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les jeunes qui ensuite, quand ils apprennent des choses à l'école, font une part d'apprentissage auprès des adultes, auprès des parents. Donc, si on veut toucher les jeunes, c'est le plus tôt. Et en touchant les jeunes, on touche aussi les plus vieux. D'accord ? Et on peut toucher ceux qui ont connu, disons, les 30 glorieuses et qui n'ont pas du tout, dans leur éducation à l'école, connu ce type de sensibilisation. Et donc, moi, je pense que c'est dans la pédagogie. Après, on en aura toujours, de toute façon, des récalcitrants. Et après, voilà, les récalcitrants, au bout d'un moment, il faut avancer sur des mesures au niveau de la loi. Et au niveau de la loi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan carbone joue beaucoup. Hein, on est autour de 10 tonnes en France de bilan carbone en prenant en compte ce qu'on importe, d'accord, les biens manufacturés qu'on importe, on est à 10 tonnes. Il faut savoir qu'une grande partie peut être réduite grâce aux actions de l'État via les lois et des entreprises via aussi les lois indirectement aussi. Et on est, je crois, autour de 30% où on est sur des actions individuelles. Donc on doit continuer à faire des choses individuellement parce que chaque geste compte. Chaque geste compte. Il ne faut pas se dire si je le fais, si je suis seul, personne ne le fera. Si tout le monde fait ça, en 2100, on sera à plus 4 degrés. Non, il faut que tout le monde fasse un petit geste. Et évidemment, il faut que les plus grands, c'est-à-dire les États, je ne dis pas l'État français, mais les États et les entreprises fassent aussi le geste. Donc ces petits gestes passent par exemple, le tri sélectif, par toutes ces... Exactement. Alors, le tri sélectif, c'est bien, mais le mieux, c'est de réduire son emballage, parce qu'un emballage qui n'est pas produit c'est le meilleur des emballages. Il y a aussi la mobilité douce. Hein, quand on a la possibilité d'aller en vélo à son travail, pourquoi pas le faire. On est sur 50%, 40 à 50% des trajets qui se font en voiture, font moins de 5 km. Je pense que 5 km, ça peut se faire en vélo. Après, il faut avoir des pistes cyclables, et dans ce cas-là, il faut que les collectivités territoriales et l'État mettent l'argent, en fait, évidemment. Et tu es très bien placé pour le savoir. Exactement. Et au quotidien, tu pratiques ces... Oui, je travaille sur ça, ouais. Voilà. Toi aussi, tu penses que l'arsenal législatif est pas assez approfondi, pas assez nourri sur ces questions-là? Oui, tout à fait d'accord, puisque comme il a dit, 30% revêt des individus, mais donc ça veut dire qu'à peu près 70-60%
revêt de l'État. Donc, ça doit être une approche par le haut. C'est-à-dire, l'État doit mettre en place une dynamique prolifique pour que les individus, pour une politique incitative, pour que les individus puissent voir qu'en fait, c'est plus viable pour eux d'adopter des manières écologiques. C'est-à-dire des tris, aller à vélo, par exemple, pour le chauffage en hiver. Moi, je venais d'arriver en France et quand le président Emmanuel Macron a parlé de réduire son chauffage à 19 degrés, c'était ma première fois, je l'ai quand même fait, puisque c'est pour la planète, c'est pour l'intérêt collectif, c'est pour l'intérêt général. Si je dois rajouter, c'est même si parfois on doit sacrifier nos petits plaisirs personnels, mais on le fait pour une viabilité sur le long terme, pour la planète. C'est ce qu'on doit se dire. C'est pas que pour nous, mais c'est pour la cohésion de notre société. Et pour concernant l'arsenal législatif, c'est évidemment, il doit être plus fourni, mais plus rationnel. Les individus doivent pouvoir y voir une certaine conformité, une rationalité. Ça doit pouvoir les parler pour qu'ils puissent adopter des comportements adéquats. Mais par exemple, pour rebondir sur ce que vous disiez, tous les deux, les actions réalisées par les jeunes pour le climat depuis plusieurs années, on le voit, hein, et notamment initiées par Greta Thunberg, ont-elles un réel impact, une incidence concrète pour tenter de réduire au maximum ces effets du dérèglement climatique ? Ou n'était-ce pas finalement une goutte d'eau dans un océan de néant ? Quand je dis ça, c'est que effectivement vous dites que chacun puisse faire des efforts à leur petite échelle. Mais derrière, quand on a des grosses multinationales qui n'en font pas, est-ce que finalement c'est pas une goutte d'eau dans un océan de néant Et il ne faut pas peut-être d'abord s'attaquer réellement, concrètement, avec un arsenal législatif très fort à ces multinationales et ensuite faire de la prévention. Parce que sinon le discours il paraît inaudible. Alors, c'est à ce risque en tout cas. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, alors elles peuvent faire aussi du greenwashing, hein, mais les entreprises sont quand même attentives à la demande des clients. Et si les clients sont sensibilisés et ils demandent une production plus sobre en énergie, une production plus sobre, on va dire, de façon environnementalement parlant, les entreprises vont d'elles-mêmes, sans forcément les lois. Même des entreprises comme Total. Alors Total Energy, ils sont à fond sur le pétrole, mais c'est compliqué. Mais c'est un peu compliqué puisque leur base pour vivre, c'est le pétrole. Après, ils vont peut-être un jour, je sais qu'ils investissent dans le renouvelable, mais c'est peut-être du greenwashing, quoi. Mais après, un jour ou l'autre, de toute façon, il y aura plus de pétrole, donc s'ils veulent pas disparaître, ils seront obligés de s'appeler Total Energy renouvelable, quoi. Tu vois. Mais t'es un très bon publicitaire, toi. Hein. Et on va t'embaucher comme publicitaire. C'est ça. Non, mais je pense que, même Total Energy, même s'ils sont peut-être dans le greenwashing, je suis pas là je connais pas forcément leur impact. Même si j'ai une petite idée, mais bon voilà. Ils ont cette volonté, en tout cas de façade, de répondre à la demande de leurs clients. Après, voilà, une entreprise capitaliste, c'est quand même... elle doit croître et malheureusement, aujourd'hui, la croissance, c'est corrélé à une croissance de l'énergie, et l'énergie, c'est ce qui actuellement pollue le plus. Moi, je pense qu'une croissance durable est possible. Je suis pas on a des écologistes à fond entre guillemets qui veulent la décroissance. Je pense qu'une croissance durable est possible parce que la croissance économique égale croissance de l'énergie. Si l'énergie est décarbonée, on règle une partie du problème. Après, toujours est-il que la croissance, c'est aussi croissance des biens, croissance des services. Et donc, il y a aussi une ambivalence, parfois des paradoxes. Hein. Mais je pense qu'on peut régler une partie du problème avec une énergie décarbonée dans un système capitaliste qui n'est pas prêt de s'arrêter. Thomas, une réaction ? Oui, alors j'aimerais revenir sur ta première question concernant les jeunes. En Guadeloupe, on dit c'est un grain de riz qui a fait sac de riz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est un grain de riz qui fait le sac de riz. Donc ça veut dire même des petites actions peuvent au final, si on les empile, on les juxtapose, peuvent représenter une certaine masse et peuvent
faire bouger les choses. C'est quoi un grain de riz? Oui, un grain de riz fait du sac de riz. Un grain de riz fait du sac de riz. Oui. Ah, ouais. C'est pas mal, hein? Mais ça veut tout dire. Et voilà. Oui. Ouais. Publicitaire lui aussi. Hein. En fait, j'ai invité 2 publicitaires ce soir. Un vrai slogan, ça. Voilà. Tout à fait. Mais et je rejoins totalement dessus. Évidemment, l'objet, parce que on veut fixer à Total des objectifs qui ne s'étaient pas donnés auparavant. L'objectif de Total, c'est clair et net, faire du profit, engranger du profit. Là, on demande à Total d'être plus responsable. Évidemment, c'est plus difficile pour eux. Et j'aimerais rappeler que lors des années 1990, c'était lors de la sensibilisation écologique, où il y avait la convention de Rome et avec des réunions de Rome et la COP, etc. Total faisait de façon ostentatoire du green bashing, c'est-à-dire en fait Total niait complètement le réchauffement climatique. Total disait en fait que le réchauffement climatique n'existait pas, et actuellement là ils ont fait un revirement, et c'est pour ça l'État doit toujours regarder ce que Total fait, puisque même si Patrick Pouyanné dit évidemment que ils font de la transition énergétique, évidemment faut regarder ce qu'ils font, et l'État ne doit pas hésiter à s'interférer dans les actions de Total. Tu voulais peut-être réagir sur le Oui, Total. concernant, enfin pas forcément Total, mais les grandes entreprises mondiales pétrolières, elles avaient fait une étude qu'elles ont gardée dans leur bureau, mais qui est sortie après coup, hein, il y a quelques années. Elles avaient fait une étude dans les années 80, si je ne m'abuse, qui disait que en gros, les émissions de CO2, c'est pas bon pour la planète, mais ils l'ont gardé. Donc en fait, Total qui a nié de façade, parce que je pense qu'ils étaient au courant, et donc a nié de façade pour continuer leur profit carboné, hein, j'ai envie de dire. Et donc du coup, en fait, même les plus grands étaient au courant. Et bon, ils ont préféré laisser faire pour leur profit. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le changement climatique coûtera et coûte aujourd'hui déjà assez cher, mais coûtera plus cher que les mesures d'adaptation ou de réduction des émissions de carbone. Donc après, c'est soit on pense à l'instant T, à notre confort à l'instant T, soit d'ici quelques décennies, on aura des difficultés. Justement, pour tenter d'être percutant et puis d'alerter aussi ceux qui nous regardent, c'est le but aussi de cette émission. Concrètement, comment allons-nous devoir nous adapter dans les décennies à venir sur le plan de nos modes de vie face justement à ce dérèglement climatique, et qu'est-ce qui va changer de manière quasi inéluctable maintenant, on peut le dire, notamment en matière d'agriculture, de mode de consommation et puis de mode de vie tout simplement, hein. Pierre. Alors déjà là aujourd'hui on est autour de 1,2 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, donc on va dire 1880, quelque chose comme ça, enfin un peu avant même. 1,2 degré de plus. Là, on a un El Niño. Alors, le El Niño, c'est un phénomène indépendant du réchauffement climatique. Ça, faut bien le savoir. Faut pas donner Faut pas mélanger du grain à moudre. Du grain à moudre aux climato-sceptiques. Mais le phénomène El Niño amplifie le changement climatique. Et donc, on peut avoir. Alors là, on va pas s'avancer. Mais 2023 peut être assez chaude. Peut être dans les records. On verra ça en fin d'année. Mais beaucoup de scientifiques ont peur en fait de ce El Niño, déjà qu'aujourd'hui, alors que le El Niño vient de commencer, donc il n'est pas à sa phase la plus À son zénith. voilà la plus forte, quoi, la plus intense, alors que El Niño a à peine commencé. On est sur des températures records en termes mondial, d'accord. Donc on dépasse en fait les records tout simplement. Donc on se dit qu'est-ce que ça va être dans 6 mois quand le El Niño sera dur. Parce que justement, depuis 2-3 ans, on était sur un phénomène qui s'appelait la Nina. La Niña, ouais. Et pourtant, chaque année bat son record de chaleur de l'année précédente. C'est-à-dire que chaque année, c'est presque ça. Malgré un phénomène La Nina qui, normalement, à la base, atténue... Alors, oui, voilà, la Niña a la possibilité... En fait, la Niña, c'est l'inverse de El Niño. Voilà. La Niña refroidit les eaux près de l'équateur et du Pérou. Salut Stéphie. Dédicace à Stéphie. Et qu'est-ce que je veux dire? Et El Niño, c'est l'inverse. Il réchauffe les eaux
les eaux de l'Équateur et du Pérou, et ce qui permet, enfin, de façon locale, engendre des inondations indépendantes du changement climatique. C'est des choses qui existent depuis je ne sais combien d'années. Mais la Niña a cet effet inverse. Parce qu'en fait, pourquoi El Niño réchauffe? On est sur quand même le Pacifique. Le Pacifique, c'est le plus grand le plus grand océan du monde. Alors on est sur une grande partie du Pacifique qui se réchauffe. Donc forcément, mécaniquement, on a la température mondiale qui se réchauffe. Après, ça ne veut pas dire que en décembre 2023, on ne va pas avoir, nous en France, de la neige, des températures en dessous des normales. Il faut bien distinguer la température mondiale à la température locale. Il faut aussi distinguer le climat local, climat mondial, à la météo, qui sont deux choses différentes. C'est pas parce qu'on a moins 10 en 2026 qu'il faudra dire « Ah, il est où le changement climatique ?» Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de dérèglement climatique. Ouais, voilà, je pense que c'est Voilà. un bon terme, dérèglement climatique. Mais d'ailleurs, le phénomène El Niño là, qui s'est mis en place il y a quelques semaines maintenant a engendré en Martinique un cyclone. Et la saison des cyclones qui normalement arrive plus vers août-septembre, là dès le mois de juin, on a eu un cyclone en Martinique et ça s'est quasiment jamais vu à cette époque de l'année, aussi tôt, quoi. Et donc ça c'est pareil, ça c'est concrètement un des... Ça c'est pas forcément directement lié à El Niño, mais c'est tout simplement là. Alors faudra voir avec les articles scientifiques qui vont être publiés après, mais c'est aussi une manifestation du changement climatique d'avoir des cyclones qui arrivent plus tôt dans l'année, alors qu'à l'époque, non, parce que les eaux étaient encore trop froide, parce que les cyclones se forment quand on est en gros une température autour de 26 degrés, enfin la température de l'eau doit être à 26. Et du coup ça veut dire que de base déjà dans l'océan Atlantique on a du 26 degrés alors qu'il devrait être plus basse. Ça explique tout ce qui est ouragan, typhon en Asie et cyclones dans les Antilles. Thomas, toi, par rapport à ce changement de mode de vie, comment on va devoir s'adapter dans les années et décennies à venir Oui. Et Pierre, tu argumenteras sur cette question après. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave. Oui, je rejoins alors. Ma vision va être un peu plus politique. Alors, je suis à 50% un technosolutionniste. Je pense que la technique et la science... Technosolutionniste, qu'est-ce que ça veut dire, technosolutionniste? Ça veut tout simplement dire que la technique peut apporter des solutions face au dérèglement climatique. Mais je suis à 50%, puisque je ne pense pas que la technique seule arrivera à interférer ou à inverser la tendance. Et concernant les modes de vie et sur la science, il y a aussi, on pourrait aussi développer, enfin les scientifiques pourraient aussi développer, il y a la viande synthétique, c'est-à-dire la viande en laboratoire. Tu vas donner ton avis sur cela. Et il y a aussi la géo-ingénierie. Bon, après, c'est un terme plus compliqué. C'est en fait, les scientifiques vont en fait modifier le climat par des substances qui vont injecter dans l'air pour modifier le climat et pour faire la température revenir et pour faire que la température soit plus stable. Et deuxièmement, concernant les impacts sur notre vie, et on le sait, ça va toucher davantage les pays du Sud et la Caraïbe, le Sud global. Et sur ça, j'aimerais dire que le Sud global et le Nord global doivent approfondir leur coopération. Par exemple, pour la Caraïbe, il y a déjà CARICOM, c'est une organisation internationale située dans les Caraïbes, pour des coopérations, par exemple, pour la météo au niveau économique. Et il pourrait même y avoir une coopération politique au niveau de la région. Et deuxièmement, concernant notre mode de vie, nous devons nous adapter, c'est comprendre que cela va arriver, et si ça arrive, nous devons être prêts à tout. Et comme M. Attali est une phrase que j'aime bien, celui qui ne se prépare pas au pire est condamné à le vivre. Voilà, donc ça, j'aime bien cette phrase. Donc c'est toujours se préparer au pire. Pour mieux anticiper. Oui, voilà. Pierre, des réactions sur ce qu'il a dit, puis toi, tes projets, tes exemples aussi, Alors, pour le côté, la technique va technosolutionniste. Voilà. Je crois que je vais bégayer, je ne vais pas le dire. Non, du côté technique, je pense que ça peut régler une partie du problème. Après,
je pense qu'il ne faut pas oublier, en fait, on a trouvé une solution technique, ça y est, on va pouvoir reconsommer. Je pense que la technique, par exemple, on a des absorbeurs de CO2, en fait, du stockage carbone qui est expérimenté un peu partout dans le monde, hein, et notamment en France. C'est des grosses machines qui récupèrent le carbone pour l'injecter dans la roche. Et la roche va la garder plusieurs millénaires. D'accord ? Bon, ça c'est une bonne technique, sauf que ça demande de l'énergie. Et l'énergie, s'il est carboné, retour à la case départ. Et donc en France, il n'est pas trop carboné, donc tant mieux. Mais si l'Allemagne le fait ou la Pologne le fait, là-bas c'est charbon absolu, quoi. Donc c'est pas hyper intéressant la technique pour le coup. Et le mieux c'est rester sobre et pourquoi pas planter des arbres au lieu de mettre ce type d'instrument qui peut, c'est vrai, régler des problèmes, mais je pense que arrêter la déforestation, replanter des arbres de façon intelligente et pas replanter pour replanter, c'est quelque chose d'intéressant. Après, pour l'adaptation, question que j'avais oubliée, en fait, au niveau... faudra s'adapter. Alors, il faut déjà... En fait, le fait de dire qu'il faut s'adapter, on a l'impression que c'est fini, il faudra s'adapter, on sera à plus 4, etc. Il y a une première étape, c'est de régler ce problème-là, d'essayer de le tempérer. C'est-à-dire, au lieu d'être à plus 4, d'être à 2, quelque chose comme ça. Ce qui permettra de moins s'adapter au futur. Et donc d'avoir moins de coûts financiers, moins de coûts sociaux, etc. Donc le mieux, c'est de continuer, même s'il faut prévoir l'avenir et donc s'adapter, c'est de continuer à aller dans la préservation de l'environnement, la réduction d'émissions de carbone, etc. Mais sinon, dans l'adaptation, pour l'agriculture au niveau de la France, là, ils commencent déjà à utiliser du sorgho, plutôt que de mettre du maïs qui consomme beaucoup d'eau en été. Ils mettent du sorgho qui est une plante plutôt d'Afrique et qui consomme beaucoup moins d'eau. Et qui a une valeur nutritionnelle pour les animaux d'ailleurs, parce que l'agriculture, le problème aussi de l'agriculture, c'est que bon nombre de parcelles agricoles sont pas là pour nourrir directement les êtres humains, mais sont là pour nourrir les animaux. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que la viande a un impact carbone énorme, c'est que on prend des terres, donc on défriche. On prend des terres pour... donc il y a moins d'absorption de carbone puisqu'on a pris des forêts. Et en plus de ça, on émet du carbone parce que on utilise des engins pour couper tout ce qui est maïs, enfin soja, etc. On exporte ça en France. Le soja brésilien, on l'exporte en France. Et ensuite, tu as la viande, enfin les bovins qui le mangent. Et quand ils le mangent, ils émettent du méthane. Enfin, il y a quand même une aberration. Déjà, il faudrait peut-être plus produire chez nous. Et peut-être pas de... Le locavore. Le locavore, voilà ton terme, j'aime bien. Mais produire localement, produire de la viande locale, mais aussi la nourriture de la viande, qu'elle soit locale. Et si possible, un peu moins sujet à la digestion des animaux. Il y a des plantes qui qui provoquent moins de digestion et qui provoquent du coup moins de méthane pour les animaux. Après, il y a aussi des questions économiques. Les agriculteurs, évidemment, ils sont pas là pour polluer. Ils n'ont pas forcément les outils pour. Il faut évidemment les aider. Donc voilà. Et l'agriculture, l'agriculture est une grosse émettrice au niveau mondial. Et ils vont en pâtir le plus aussi. L'économie agricole va en pâtir le plus de ce problème-là. Thomas ? Oui, tout à fait, puisque pour les agriculteurs, ça va être doublement compliqué. Et c'est pour ça la question se pose du modèle de société. On ne peut pas avoir des grandes entreprises qui continuent, par exemple, à polluer, mais des grandes entreprises comme LVMH. Par exemple, on pourrait les profits de LVMH socialiser une partie de ces profits pour que l'État l'oriente vers l'utilité, par exemple pour les agriculteurs, que les profits, une partie des profits de LVMH soit redistribuée par exemple à profit des agriculteurs pour développer des techniques, des solutions et faire du locavore. Et sur cela, c'est pourquoi aussi les pays du Sud seront davantage touchés, puisque c'est eux qui dépendent le plus souvent, c'est une économie d'agriculture, de la pêche, donc ce qui fait que avec les inondations, forcément, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Et pour la technique, évidemment, la technique n'est pas l'alpha et l'oméga. Et c'est pour ça qu'il faut faire de façon harmonieuse
et prolifique. Et en regardant qu'est-ce qu'on peut résoudre avec la technique et et à quel moment et dans quelle partie de notre vie qui doit se résoudre sans la technique. Bah, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Je suis d'accord sur une grande partie de ce que tu dis, Thomas. En fait, la technique ne répondra pas à tout. Il faut pas arrêter forcément. C'est pas parce que je dis que ça répondra pas à tout qu'il faut arrêter d'investir sur la captation de carbone, etc. Mais il faut pas oublier que le principal problème, en fait, c'est qu'on détruit tout simplement l'environnement. Et donc, si on arrête de le détruire et si on le ramène, on a un retour en fait de la forêt, etc. On régénère. Voilà, on régénère. Voilà, merci d'avoir le bon terme. Et la nature peut se venger. Voilà, indirectement. Oui, Indirectement. Oui, Indirectement. Bah, avec les catastrophes naturelles, enfin, c'est pas la nature qui va forcément Non, se mais venger, mais J'entends. surtout que les bien sûr. catastrophes naturelles sont aggravées localement par l'homme. Mmh. C'est-à-dire que en dehors du fait qu'il y a une catastrophe naturelle, on a évidemment l'urbanisation qui empire les inondations. En fait, une catastrophe naturelle n'est pas une catastrophe naturelle dès qu'il n'y a pas l'homme. Un séisme en plein désert du Sahara, ça fait pas de morts, c'est pas une catastrophe naturelle. Ça fait pas de victimes. Mais donc il faut concilier, il faut que les gens, les sociétés deviennent résilientes, c'est-à-dire qu'elles se préparent au risque, et quand elles ont le risque, qu'elles arrivent à se remettre debout le plus vite possible. C'est ça la résilience. Oui, et Pierre a employé deux termes qui m'ont interpellé, prévoir et résilience. Puisque à mon avis, les deux vont ensemble, et je vais expliquer. Par exemple, pourquoi il faut prévoir. Il faut prévoir pour qu'on puisse s'attendre à ce que des hypothèses ne se passent pas comme on le souhaite. Et c'est pour cela qu'on doit prévoir, et c'est pour qu'à l'avenir, que nous soyons plus résilients. Et pour prévoir, j'ai envie de dire, il y a un problème qui se pose, puisque la démocratie, c'est le court terme, et si on veut prévoir, c'est forcément du long terme. On ne peut pas... évidemment, on va prévoir sur 5 ans, mais le dérèglement climatique, ce sont des problèmes qui se posent sur 60 ans. Et c'est pour ça que on doit davantage solliciter des politiques sur le long terme, comme je dis pour l'intelligence artificielle, mais c'est planifié sur 50 ans, 100 ans, coordonner les acteurs privés et les acteurs publics. Ne pas attendre, vu que les acteurs privés, en général, sont très peu responsables et on ne peut pas les en vouloir puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Leur objectif va être... leur objectif... comment dire Leur objectif, ouais. leur objectif, L'objectif sera de maximiser et de faire du profit en minimisant les coûts. Donc, ils ne se soucient pas des problèmes de dérèglement climatique ou d'exploiter la nature. Ce qu'ils veulent, ce qu'une entreprise veut, c'est faire du profit à bas coût, avec des coûts de production énormément bas. Donc forcément, c'est pour ça que l'État doit intervenir et doit dire là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, on va mettre des régulations. Évidemment, là, on va davantage subventionner. Et il avait parlé aussi de croissance et de décroissance. Là aussi, sur certains secteurs, on va devoir opter pour la décroissance. Et pour certains secteurs, on va devoir opter pour la croissance, comme les énergies renouvelables, le solaire et voire même la fusion nucléaire. Mais ce qui est bien avec vous, c'est... Ouais, vas-y. Je voulais, parce qu'on parle là, c'est vrai qu'on est assez négatif, parce qu'il y a quand même... il y a une urgence, il y a une urgence. Mais après, il faut aussi montrer les bons exemples. Et il ne faut pas dire que les États font rien, il ne faut pas dire que les entreprises font rien, ou même les gens font rien. Par exemple, là, il y a une info qui est tombée il y a peut-être un mois. Et là, je vais parler parce que ce pays m'intéresse plus particulièrement. Je pense que tu vas savoir de quoi je vais parler, en tout cas de quel pays. Et en fait... Équateur. Exactement. L'Équateur a signé... a eu des prêts. Alors moi je suis pas très fort en finance, hein, mais a obtenu des prêts et une réduction de dette pour si l'Équateur s'engage sur la préservation des îles Galapagos. Et donc en fait ils ont le droit, alors c'est des banques internationales je suppose, mais on n'est pas sur le FMI, etc. hein, mais
il y a quand même des actions qui sont faites, même au niveau des banques. Hein. Là, on voit que les banques sont aussi actrices. Et en fait, les banques vont donner de l'argent. Et une partie de cet argent doit être orientée sur le parc national des Galapagos, sur sa préservation. Ça, c'est une action déjà innovante. Ça ne s'est pas fait ailleurs. Et d'ailleurs, ça va peut-être être reproduit dans les autres pays en voie de développement, voilà, qui ont besoin d'argent, malheureusement, pour faire face au changement climatique, à la perte de biodiversité, parce qu'on parle de changement climatique, mais ce qui est encore, j'ai envie de dire, plus affolant, c'est la perte de biodiversité, qui est due en partie au changement climatique, mais la première cause de la perte de biodiversité, c'est le fait que la biodiversité perd des terres, en fait, perd des terres à elle. Et c'est un gros problème. Et je trouve qu'actuellement, on commence à en parler. Mais la COP pour le climat, on en a eu maintenant, je sais pas, on est à 26 ou 27. Elle est loin, la COP 21. Exactement, et il est 1,5 degrés. Oh là là. On est à 1,2, on est bientôt à 1,5 là. Mais du coup, là, on parle beaucoup de COP, donc pour le climat, mais on parle peu encore de biodiversité, même si on a encore des équivalents COP, mais c'est depuis peu en fait. Et tu es tellement attaché justement à ce projet de mise en place par l'Équateur que tu vas pouvoir le voir sur le terrain en septembre Alors, prochain. J'irai pas au Galapagos parce Puisque que c'est un peu cher. Tu vas là-bas. Je vais en pour Équateur, voir, mais pas au Galapagos. Pour voir ce qui se passe sur le terrain. Alors oui, là Très c'est sûr que mon engagé. empreinte carbone je vais démonter l'empreinte carbone. Bah ouais, là. Là, Mais mais c'est là. pour la Bah, en fait, science. tout son laïus depuis tout à l'heure, il est niqué en 2 secondes là. Non mais après il faut pas. Je pense qu'il faut être sobre et moi je pense que je suis sobre à ma manière. Je suis venu à vélo aujourd'hui. Évidemment que là l'empreinte carbone est énorme. Après. Il ne prend j'y l'avion vais pas. qu'une fois tous les 2 semaines, il n'y a pas de souci. non, c'est pas vrai. Là je prends pas la. En vrai Prends pas l'avion. j'essaye de pas prendre l'avion. Non, c'est vrai. Mais tu après prends quand on vraiment voit l'avion. quand on voit un billet d'avion à 100 € et que le billet de train il est à 400 €. C'est difficile. Oui, voilà. Même avec ma conscience écologique, je suis en mode j'ai quand même une conscience économique. Voilà, voilà. Mais c'est ça le truc, voilà. Parce qu'il faut pas demander aux individus Mais oui. plus qu'ils ne peuvent Bah oui. eux-mêmes en donner. On va pas faire peser le poids de l'écologie sur un individu. Forcément, il y a certains moments, il y a une variable économique qui va faire que l'individu ne pourra pas totalement être écologique. C'est pour ça qu'il ne faut pas blâmer les individus de façon totale. Il faut comprendre. Évidemment, il y a des gens plus pollueurs que d'autres. Il faut comprendre, dire bon, ok, il n'a pas d'autre solution. Et dire ok, très bien, c'est à l'État, cette fois-ci, de venir et de faire monter l'individu pour que l'individu ait des comportements, comme je l'ai dit. Et pour finir, juste concernant le Sud global, c'est intéressant puisque la COP avait parlé de 2000 milliards pour que les pays du Sud puissent faire face au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Vu que c'est un problème mondial, donc ça veut dire que tous les parties prenantes, le Sud, les Caraïbes et le Nord, doivent coopérer pour trouver des solutions et se développer de façon harmonieuse, vu qu'on ne peut pas demander aux pays du Sud de ne pas se développer. Les pays du Sud doivent croître et les pays du Nord doivent faire un travail pour qu'ils puissent faire un transfert technologique pour que, par exemple, l'Inde puisse réduire sa pollution. La Chine a réduit sa pollution de 2013 à 2023. La Chine a énormément réduit sa pollution. Dans les Caraïbes, on doit faire aussi ce travail de développement, développer des partenariats stratégiques entre les pays de la Caraïbe, et ce qui est très difficile à faire aujourd'hui. La Chine a réellement baissé. Alors, je suis pas au courant de ces chiffres-là. Je sais qu'ils ont baissé à cause du Covid, évidemment, et de leur confinement successif qui a duré presque 2 ans. L'économie était un peu à l'arrêt en Chine. Donc, je suis pas sûr. Alors, de 2013 à 2019, prenons les exemples qui sont parlants. De 2013 à 2019, je suis pas sûr qu'ils aient réduit. Je sais qu'ils font des efforts parce qu'ils ont une forte croissance, donc ça accroît encore une fois l'énergie, et beaucoup d'énergie, de nouvelles installations, c'est des installations renouvelables. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont quand même pas mal de centrales à charbon qui polluent énormément. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils font ils avancent parce que le gouvernement chinois, je pense, voit que même la population dans un régime comme en Chine a des peurs et doit répondre, et le gouvernement doit répondre à ces peurs, et ils répondent. Mais ce qui est bien, c'est vrai que avec toi, t'es
peut-être la personne que je connais qui est vraiment le plus, pas à cheval, mais vraiment le plus sur les questions écologiques, sur les questions de développement durable, sur les questions de... Ouais, ça n'empêche pas de prendre l'avion. Mais Très rarement. après Non, mais tu chaque, te déplaces à vélo quasiment Voilà. tous les jours, tout le temps, tu prends Chaque- très rarement ta voiture. chaque, Voilà. chaque geste compte. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez pris l'avion que ça y est, faut tout arrêter. Dites-vous que même si vous recyclez plus, vous ne recyclez pas et que vous mettez à recycler le verre dans le verre, les emballages, maintenant d'ailleurs depuis 2023, on peut mettre les emballages plastiques, tous les emballages presque sont recyclables, donc on peut les mettre dans les poubelles jaunes. En tout cas les poubelles jaunes, c'est les poubelles jaunes chez nous, après peut-être que dans notre collectivité c'est d'autres couleurs, mais on peut recycler et dites-vous que c'est pas parce que on fait... en fait il faut le faire à son échelle. Même une action compte, parce qu'une action qu'on multiplie par 65 millions de Français, par 6 milliards d'individus, ça a du sens. Ça a du sens. Et ça veut... Moi, je suis pas... Alors, je sais plus comment il s'appelle, il y avait un monsieur qui disait il faut il faut autoriser les gens à prendre l'avion seulement 4 fois dans leur vie. Ah oui. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Monsieur Jancovici. Voilà. Ah, Jean-Marc Jancovici, oui. Alors, c'est une solution radicale pour faire baisser l'empreinte carbone, etc. Mais je pense que ça va créer de la frustration, etc. Et c'est Des pas. restrictions de De toute façon, c'est liberté, même on pas va peut-être, exactement restriction de liberté de circulation. Voilà, merci. Qui est donc en fait, ça rentre même pas. C'est même pas, je pense, constitutionnel. C'est même pas dans les Nations Unies de Oui, pouvoir de devoir rester chez soi. Donc c'est, en fait, je pense que c'est une mesure comme ça pour faire parler et qui a le mérite quand même d'exister. Mais c'est pas une mesure une vie c'est quand même long. 6 trajets, ça fait, tu les fais vite quoi. C'est rapide, hein. Ouais, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a 50% de la population qui a jamais pris l'avion dans le monde. Hein. Mais c'est vrai que pour nos sociétés, c'est notre société. Du Nord, des pays du Nord, c'est un peu... voilà. Mais ce qui est bien avec vous, c'est qu'il y a deux visions, c'est-à-dire qu'il y a la vision politique et puis il y a la vision scientifique, il y a la vision un petit peu... C'est ces deux qui se corrèlent et qui font émerger des choses et... ça va reprendre. Ça s'emboîte. Une question chacun maintenant. D'abord, une question pour Thomas. Il y a un chiffre qui est tombé il y a quelques jours, 33 000 morts. 33 000 personnes sont décédées de la chaleur en France depuis 2014. Donc on est sur un laps de temps de 9 ans. Est-ce que les gouvernements successifs depuis 2014 ont agi et agissent actuellement encore dans le bon sens en matière de prévention et de politique de santé publique, ou alors est-ce fondamentalement insuffisant? Oui, après, concernant les politiques publiques de santé, je ne dis que je ne sois pas expert, mais évidemment, ce n'est jamais assez. Mais il faut d'abord dire une chose. Les individus qui seront touchés par la chaleur seront les plus fragiles, sont et seront les plus fragiles. Donc, les personnes âgées, les personnes handicapées, les nouveau-nés. Donc, on doit regarder les choses de manière scientifique et voir qu'est-ce que l'ARS dit dessus. Et j'ai vu quelques préventions à faire, c'est-à-dire s'hydrater, ne pas faire des activités qui demandent trop d'énergie en période de forte chaleur. Mais tout ça, j'ai envie de dire, parce que je vois toujours la solution à l'échelle de la structure et de l'État. Concernant l'État, on peut bien évidemment sensibiliser les individus pour ce qu'ils doivent faire, mais concernant les individus, je n'ai pas de solution complète pour ce genre de phénomène. À part sensibiliser, il faut que l'État fasse son travail, mettre en place des politiques publiques et faire en sorte que les gens s'hydratent, et voilà. Autre question maintenant pour Pierre, qui va pleinement pouvoir faire parler ses qualités de météorologue, de prévisionniste, voilà. Que de qualité. Il y a un phénomène, là on est vraiment dans l'actualité, il y a un phénomène en ce moment, on en parle assez peu dans les médias, mais après si on se renseigne un petit peu sur Twitter notamment, on se rend compte que Serge Jacquat par exemple, qui est un docteur en climatologie et qu'on espère recevoir... En agri-écologie.
En agroécologie. Ouais. Il est spécialiste de l'agriculture, des effets du changement climatique sur l'agriculture. Et qu'on avait rencontré au Forum de la météo l'année Ouais, dernière, du climat et de la météo. Très, Et très on intéressant. espère qu'il viendra nous rendre visite la saison prochaine. Lui, il fait beaucoup d'articles, il fait beaucoup de sensibilisation sur Twitter là-dessus, concernant ce phénomène de canicule marine qui touche en ce moment les eaux de l'Atlantique Nord. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène au grand public, parce que c'est un phénomène très important pour nos sociétés aussi, d'abord, et puis pour cet été, pour ne serait-ce que pour les gens qui vont se baigner, tout simplement, il y aura une incidence. Alors, pour les gens qui vont se baigner, ils vont être heureux, parce que l'Atlantique sera plus chaude. Mais on est sur un problème après de fond. C'est-à-dire que là, cet été, on sera heureux, hein, on va pouvoir se baigner, on va pouvoir faire du surf sur l'Atlantique, etc. Voilà. Tu fais du surf comme ça, toi? C'est ça, je suis comme ça. À Biscarrosse, on va le voir faire du surf. Exactement. Non, mais c'est tant mieux pour les vacanciers qui seront cet été. Sauf que le problème de canicule marine, c'est un problème pour... Alors, les causes, pour l'instant, on n'a pas forcément les causes... on a plusieurs hypothèses. Hein. On a une hypothèse comme... on a moins de poussière saharienne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les vents, on a des poussières du Sahara, du sable du Sahara qui d'ailleurs fertilise l'Amazonie, ça c'est bon à savoir, et qui, quand on a entre guillemets une tempête qui amène cette poussière en suspension, qui l'amène vers l'ouest, peut limiter le développement de cyclones. Ça c'est des études qui le disent, mais ces poussières-là apparemment on en a moins, ce qui fait qu'il y a moins de réflexion au niveau de l'atmosphère, parce qu'elles sont en suspension, ce qui fait que ça réchauffe les océans. D'accord ? Le fait qu'il n'y ait pas de nuages, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'albédo. Hein. Le sable a un albédo supérieur à la mer, l'océan, absorbe la chaleur. Donc tant qu'on n'a pas... et les nuages ont un albédo, c'est-à-dire qu'on a des nuages... Pourquoi il fait plus frais qu'on a des nuages ? Sauf la nuit évidemment, mais quand on a des nuages l'après-midi, il fait plus frais en principe. Pourquoi ? Parce qu'on a les rayons du soleil qui sont réfractés et ils n'arrivent pas à rentrer en fait. Donc on a cette première hypothèse, pardon. Ouais, la deuxième hypothèse que j'ai pu voir, c'est on a eu moins d'émissions de soufre de navires, qui est un polluant, d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un polluant qui aussi est un aérosol, comme le sable, qui permet une réflexion des rayons du soleil. Ce qui fait que du coup, on a une augmentation de la température de l'océan parce qu'on a moins de navires. Alors c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on réduit les émissions de CO2, mais aussi des autres aérosols, ce qui peut engendrer une augmentation des températures. Donc après, on ne va pas se mettre à repolluer avec des aérosols qui sont de toute façon, qui tuent des gens tous les jours, enfin, etc. Mais le mieux, c'est d'arrêter d'émettre du carbone, qui est pas le polluant avec un effet de serre le plus important, mais c'est le plus présent dans l'atmosphère. C'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut le stopper, comme le méthane d'ailleurs, qui est le deuxième polluant le plus présent dans l'atmosphère, mais qui est 20 fois plus effet de serre que le CO2. Donc il est très problématique lui. Et donc voilà les causes et les conséquences évidemment. Qui dit chaleur dit les algues elles peuvent pas migrer, donc elles meurent sur place, elles peuvent mourir sur place. Les animaux, alors certains poissons arriveront à migrer, mais les animaux qui sont sur le sol, la faune aquatique sur le sol auront du mal à migrer. Donc on aura des mortalités importantes de faune et de flore, et qui du coup bouleversent tout l'écosystème, et qui du coup indirectement va peut-être bouleverser ce qu'on aura dans l'assiette. C'est-à-dire que si on a les poissons sont allés au lieu d'être sur l'Atlantique, on pêche des poissons en Écosse, déjà nous on n'est plus producteurs de poissons, on doit en importer, donc c'est un coût, etc. Donc on a tout ça en fait à prendre en compte, qui fait que indirectement le changement climatique engendre des coûts supplémentaires pour la société. C'est pour ça qu'il faut régler. Et tu parlais de l'ARS, etc. Il n'y a pas que l'ARS qui peut... À l'instant T, l'ARS peut régler, sensibilise bien d'ailleurs, sur le risque canicule, quand il y a des canicules, boire de l'eau, etc. Sur un temps plus long, c'est à l'État, aux collectivités, encore une fois aux entreprises, etc. Mais aussi aux individus, c'est-à-dire aux particuliers, d'éviter d'imperméabiliser, par exemple, ou même d'enlever du béton, du goudron. Ça permet tout simplement de rafraîchir l'atmosphère, de rajouter des végétaux là où on peut, etc.
Ce qu'il faut savoir, c'est que on est sur la loi ZAN, là. Alors, on ne sait pas trop, c'est encore diffus. C'est zéro artificialisation nette d'ici 2050. C'est encore diffus, mais c'est une loi qui, en gros, dit si tu imperméabilises le sol, tu dois à côté désimperméabiliser. En gros, il y aura plus de. Théoriquement, en 2050, il ne doit plus avoir de terres agricoles et forestières grignotées par l'urbanisation. Donc, dans les faits, c'est peut-être une bonne loi. Après, il y a plein de problèmes parce que les communes rurales, du coup, peuvent plus urbaniser alors qu'elles ont peut-être besoin pour construire des structures, pour avoir quelques logements parce qu'ils n'ont plus de financement, etc. Ils ont que le financement de la taxe foncière, etc. Donc, il y a aussi plein de problèmes comme ça. Mais voilà, cette loi peut aller dans le bon sens, mais il y a plein de petits problèmes qu'il faut peut-être régler. Voilà. Ouais, Thomas, tu veux réagir sur cette question de... Non, à part que je rejoins sur les termes techniques. Et Thomas, c'est un homme de technique. Voilà. Oui, je rejoins. Et j'aimerais noter ce que l'ARS a dit aussi sur la prévention, c'est aussi ne pas boire d'alcool. Donc les autorités publiques, je fais référence à M. Emmanuel Macron, ne doivent pas montrer ostentatoirement qu'il boit de l'alcool en période de forte chaleur. C'est pour montrer l'exemple une bouteille de à bière la population. Exactement. On doit être discipliné pour montrer à la population qu'il faut faire des efforts, que tout le monde doit faire des efforts pour une société viable sur le long terme. Tu penses que c'est une réelle incidence, l'image que ça véhicule, ou que c'est complètement c'est insignifiant? Je pense que c'est comme la cigarette dans les dans les films. Maintenant, je crois qu'il y a une loi qui l'interdit ou qui la limite. Bah, en fait, quand tu vois tout le monde fumer une cigarette, quand tu es jeune, en tout cas, t'es susceptible d'être influencé par le film ou par les films que tu as vus et donc finir par fumer une cigarette. C'est peut-être de la boire cul sec qui a fait que il aura trempé son... Ouais. Bon, ok, d'accord. Mais... Non, mais voilà, en fait, je pense que ça peut avoir une incidence... Si c'est fait régulièrement, voilà, peut-être si juste ponctuellement, peut-être que juste une fois, bon. Ouais. Le fait qu'il a bu cul sec aussi, donc c'est un problème. Après, bon, ça va dépendre, mais à mon avis, il aurait pas dû le faire en public. Bon, après, je sais que... Après, les caméras sont là, dans les vestiaires, en soi, il y a de ça aussi. Hein, la médiatisation aujourd'hui... Ils auraient pu le faire à l'Élysée, tout seul. Voilà, avec Macron. De la musique, Brigitte. C'est vrai. Brigitte au vin blanc, et puis... Après aussi, c'est vrai qu'on en a fait un plat, bon, ce n'était pas nécessaire, bon... C'est vrai qu'il... Bon, c'est insignifiant. Voilà, pour moi, c'est insignifiant. Ouais, c'est insignifiant. Donc, voilà, quoi. Mais surtout, ne pas boire d'alcool et... Mais c'est important de le rappeler. Voilà. Les RS doivent être plus en avant, comme les RS étaient beaucoup mis en avant lors de la période de la Covid. Les RS étaient mis en avant et il y avait une synergie entre les autorités compétentes, et ça, je mets vraiment entre les autorités compétentes, le conseil scientifique qui donnait un avis, et les autorités compétentes qui prenaient en compte l'avis et qui légiféraient en fonction et qui menaient des politiques publiques en place en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et là, on doit faire pareil pour le dérèglement climatique. Ce qu'on doit se dire, c'est on doit faire comme si nous étions en guerre. C'est-à-dire voir les choses, être prêt à agir, et les autorités compétentes aussi doivent être prêts à agir au tac, et surtout être vigilants face aux futures menaces. Puisque le problème du dérèglement climatique va s'imbriquer évidemment dans des problèmes comme les inégalités, les tensions géopolitiques entre les différents pays. Et c'est cela qu'on doit voir. On ne doit pas accuser les pays du Sud, ou bien comme certains veulent faire du malthusianisme en disant que oui, les pays du Sud font trop d'enfants. Non, je ne suis pas d'accord. Les pays du Sud représentent une opportunité pour la stabilité mondiale et pour les politiques mondiales. Est-ce que c'est des arguments que tu mettrais en exergue comme ça si tu avais un climato-sceptique en face de toi? Ou quels autres arguments tu lui dirais pour essayer de le convaincre? C'est compliqué de convaincre un climato-sceptique. C'est compliqué, oui. En tout cas, qu'est-ce que tu dirais comme argument pour défendre tes idées, ton propos? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Après, concernant les climato-sceptiques, d'abord, ce que j'essaierai de faire, c'est d'écouter. Il faut être attentif à leur discours. Puisque on ne peut pas, du jour au lendemain, mettre une partie de la population de côté. Il faut écouter clairement, identifier clairement le problème. Pourquoi ils sont climato-sceptiques, leur discours.
essayer de les raisonner, ne pas les prendre de haut, mais essayer de voir, bon, sur certains points, bon, allons regarder les sources. Je sais que bon, ils vont dire certaines sources sont biaisées, mais regardez les sources, dialoguer, essayer de dire que bon, là, sur certains points, on voit qu'il y a un consensus scientifique, qu'on ne peut pas dire certaines choses, voir que sur certaines choses, voir aussi, c'est-à-dire avec le climat qui se dérègle. Pourquoi pas faire des stages de sensibilisation? Je sais qu'on est en France, pourquoi pas ne pas aller dans les Caraïbes? La Guadeloupe et la Martinique sont aussi les France. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, il y avait des saisons où émergeaient des fruits. Mais là, avant peut-être, par exemple, les mangues, il y avait des mangues vers juillet, août. Là, actuellement, on trouve des mangues dès avril, juin. Donc, ça s'est avancé d'à peu près 2 ou 3 mois, en fait, la saison. Maintenant, la saison est totalement dérégulée. On trouve des fruits auparavant qu'on trouvait peut-être en juillet ou septembre. Là, on les trouve en avril, en mars. Donc, il faudrait faire des stages de sensibilisation. Et ça doit passer par l'éducation dès le plus jeune âge. Mettre dans la tête des jeunes qu'ils seront confrontés à des problématiques transverses sur le dérèglement climatique, politique, réchauffement climatique, et comment coordonner les deux pour atteindre des objectifs stratégiques, pour que la France atteigne des objectifs stratégiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Puisque les climato-sceptiques vont aussi, enfin pas les climato-sceptiques, mais beaucoup vont dire, oui mais la France ne représente que 1%, ce n'est rien à l'échelle mondiale, pourquoi on devrait se mobiliser? Et j'aimerais dire, il y a à peu près une vingtaine de pays qui représentent moins de 10% du gaz à effet de serre mondial. Donc si chaque pays devrait se dire, bon au final l'autre fait beaucoup plus, pourquoi je devrais? Non, c'est chacun en fonction de ses moyens. Il y a des pays comme les États-Unis qui peuvent évidemment se permettre, et d'ailleurs ils le font pas, enfin ils le font mais à moitié. Les États-Unis peuvent se permettre de mettre en place des politiques draconiennes pour inverser les choses. Le Canada aussi, les pays occidentaux peuvent le faire parce qu'ils ont des technologies avancées. Et donc ils pourront aussi le transférer aux pays du Sud et atteindre une certaine synergie, développer des coopérations bilatérales pour voir comment on peut dialoguer sur un thème donné et aller de l'avant sur le long terme, voir comment on peut trouver, évidemment, il y a des dissensus, il y a des divergences, évidemment on ne sera pas d'accord sur tout, voir comment on peut avancer. Et aussi, puisqu'on parle beaucoup d'autonomie énergétique stratégique, mais il faut aussi rappeler que la France importe son uranium 235 au Niger, au Kazakhstan, en Australie. Donc il faudrait aussi mieux développer une coopération avec ces pays et voir comment on peut jongler, entre guillemets, entre les deux pour trouver une stabilité et pour aussi développer des relations stables. Il faut coopérer. Voilà, c'est ça le La point, ligne directrice. La ligne directe. Et d'ailleurs, t'as vu il en a récolté des données pour. Si un jour il se présente aux élections, tu voteras pour lui. Je te sentais bouche bée devant. Captivé. Qu'est-ce que toi tu as à dire si t'avais un climato-sceptique en face de toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, globalement, il faut. Je pense que voilà, je réponds à peu près à la même chose. Hein. On est sur la sensibilisation. On aura toujours, mais même en 2080, on aura des gens qui diront là, on a 48 degrés à Paris, tranquille. C'est pas de notre faute, c'est la vie, c'est comme ça. On aura toujours des gens comme ça, même en 2080. Donc il y a des gens, il faut pas forcer les gens à changer de pensée. Il y en a, voilà, on pourra pas. Soit, enfin, il faut sensibiliser dès le plus jeune âge pour dès le plus jeune âge, oui. On ait même si on est chez des parents climato-sceptiques, on ait deux visions. Et après, l'enfant, il va essayer de trouver sa voie comme ça. Donc moi, le climato-sceptique, là, il y a 17% de jeunes qui sont climato-sceptiques, qui n'y croient pas. Enfin, qui ne croient pas en tout cas que le changement climatique est dû à l'homme. C'est ça. Bah, après, qu'est-ce que je peux dire moi, voilà, parler
parler des comment Voilà. j'ai pas forcément de réponse. Ça C'est parler arrive. discuter entre eux, parce que c'est vrai qu'on peut pas prendre les gens de haut, parce que si tu prends les gens de haut, tu les bloques, Oui. et du coup tu les fermes, et du coup ils restent dans leur pensée. Et c'est difficile, très difficile, même si tu les prends pas de haut, de changer quelqu'un de sa pensée. C'est en fait très progressif. C'est pas de tu vas lui parler, ça y est, hop, il a un déclic, tu vois, il va changer son habitude, il va y croire. Je pense que c'est très progressif. C'est des choses enfin, le changement climatique, on en parle depuis les années 80, à peu près. 90, il y a eu les grands sommets voilà, sur le changement C'est Haroun climatique. Tazieff qui en a parlé le premier au début des années 80. Ça, je sais pas, Si, mais oui, c'était, sûrement. Oui. Mais voilà, donc on a commencé à en parler à partir des années 80. Et c'est en 2020, 2023, qu'on est à 17% de climato-sceptiques. Et donc, c'est de la pédagogie, c'est progressif, c'est lent, mais voilà, et il faut que ça passe aussi par des lois, qui Un arsenal voilà, législatif. Ouais, exactement. plus- Et faut de la même sur les lois, faut que ça soit pédagogique aussi, Oui. parce qu'on va pas imposer, faut pas réduire des libertés aux 6 avions dans la vie pour l'environnement, ça sera jamais entendable. Ça t'a marqué, ça. Oui, Ouais, ça m'a marqué ça. Je peux Non, à Croatie, je suis allé en. Tu vas en Non, voiture. voilà, voiture. Voiture. Donc c'est un peu moins. L'Équateur, c'est plus compliqué. Ouais. Euh, Un peu Pour le moins. ferry. Mais c'est long. Ouais, c'est long. J'ai que 5 semaines de congés payés, donc je vais pas pouvoir faire plus. Après, c'est vrai que pour la remarque de Jean-Marc Jancovici sur le nombre de vols pour chaque personne, je comprends, c'est vrai que je suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai que aussi le secteur de l'aviation est très compliqué à ce que j'ai entendu à décarboner, donc ce qui représente aussi un problème. Et je rejoins ce qu'il a dit, il ne faut pas les prendre de haut, il faut être humble, il ne faut pas dire bon les 17% ils ne sont rien, bon on va les laisser, mais faire les choses pas à pas, comprendre, faire de la pédagogie, même si ça fonctionne pas comme ça, changer de méthode, aller vers d'autres méthodes, d'autres lieux, et voilà. Et pour rebondir au fait que la population enfin le fait il y ait beaucoup de monde, c'est pas forcément, je pense, un problème en soi, parce que si on a 9 milliards, on sera à 9 milliards en 2050, si on a 9 milliards d'habitants qui consomment comme un Africain subsaharien, c'est-à-dire 0,1 tonne de CO2 par an, c'est-à-dire 0,1 terre par an, entre guillemets, on peut rentrer, enfin, c'est-à-dire que la Terre n'aura pas de mal à survivre à ça. Par contre, si on est 9 milliards d'Américains, ou les Américains, enfin, ouais, Amérique, États-Unis et Canada, sont en termes d'empreinte carbone assez forts, hein, ils sont dans le top, ils sont autour de 15-20 tonnes, alors que nous on est à 10. Bon. Et la Chine, je crois qu'elle est autour de 7, parce que c'est beaucoup développé, hein, la croissance, il y a eu quand même une classe moyenne qui est venue. Et le Qatar, Et le Qatar, ils sont à plus de 20. ouais, 37 il me semble. 37, Ouais, voilà, 37. j'ai même pas les chiffres en tête. Mais alors le Qatar, ils sont pas beaucoup d'habitants, donc ils pourraient se dire, je m'en fiche, on est 3 millions d'habitants. Ouais. Sauf que c'est quand même 37 tonnes, donc c'est inégal. Voilà. C'est inégal. Pourquoi 37 tonnes? C'est aussi parce qu'ils ont beaucoup la clim, ça il faut le dire, c'est la oui. climatisation, et leur énergie est produite très souvent à partir de produits d'énergie carbonée en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi à 35 tonnes. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Petite une dernière incruste avec des gestes comme ça, comme des marionnettes. Pierre, c'est aussi l'occasion de te faire un peu de promo. Alors, je me suis Merci. dit, tiens, je vais lui faire un peu de promo. En plus, les viewers ont sensiblement augmenté ces dernières minutes, donc du coup, c'est ton moment. Parle-nous un petit peu de Météo 77. Déjà, les canaux de diffusion, le fonctionnement au quotidien, et puis s'ils font des actions, tiens, dans ce qui concerne le Alors, changement climatique. Donc Météo 77, c'est une page qui a été créée 2015, quelque chose comme ça. Facebook, hein. Facebook de base. Voilà. Et ouais, heureusement que tu le précises. 2015 par Lucas. Ok. Moi, j'y suis rentré en 2016 et Paul un peu plus tard. D'accord. Et depuis ce moment-là, on fait des prévisions. C'est-à-dire, alors là, aujourd'hui, peut-être exceptionnellement, on est tous pris. Donc, il n'y aura peut-être pas de prévision. Mais en principe, tous les soirs, on fait une prévision pour le lendemain.
via une carte et des explications par écrit sur Facebook. On a aussi des observations qui peuvent être faites quand on a des orages, quand on a de la neige, etc. Ça, c'est fait au compte-gouttes. Et on a comme canal de diffusion Instagram. Donc là, c'est pareil, ça peut être aussi plus de l'observation, c'est pas des prévisions. Et aussi, on a des bilans sur Instagram, des bilans météorologiques sur les mois précédents. C'est-à-dire, là, je fais tous les 2 mois. En fait, je fais sur 2 mois, c'est-à-dire là, je vais faire. C'est toi qui les fais? C'est moi qui les fais, mais Lucas peut les faire s'il a envie de les faire, etc. Mais ces derniers bilans, c'est moi qui les a fait. Mais c'est tout simple, hein. C'est un bilan, c'est un tableau où je mets tout simplement l'écart de température par rapport au normal, normal de Melun, d'accord. Donc on est sur. Ah, vous vous basez sur Melun? On se base sur Melun. Après, D'accord. on pourrait se baser sur autre chose, sur d'autres villes. Mais Melun, c'est la station en Seine-et-Marne qui est la plus vieille. D'accord. Donc c'est le plus parlant en fait. Donc on se base sur Melun et on regarde si ce mois-ci ça a été plus élevé, plus bas, etc. par rapport au normal. Les normales c'est 1980-2010, bientôt ça sera 91. Je crois que la bascule s'est faite cette année. Alors sur Melun pas encore. Ah, ok. Donc moi mes bilans je les fais sur 2010, enfin 81-2010 pour l'instant. Et donc évidemment le bilan 90-2020, T1 je crois. On est sur 91-2020 pardon, on est sur une augmentation des températures par rapport à 1981-2010 sur Melun, sur Paris, où tu Partout veux. ailleurs. Voilà. d'ailleurs. Et donc je fais des bilans climatiques sur 2 mois, c'est-à-dire que là je vais peut-être faire, là on est en, je vais faire mai-juin bientôt, que je vais poster sûrement en juillet. Chaud juin. Un juin chaud. Juin, horrible. Un juin chaud. En fait on n'a pas. Pas les gens- caniculaire, mais Exactement. une En fait, chaleur sur le long terme. Exactement. Les gens, ils se cantonnent aux canicules, sauf que les températures moyennes veulent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir, nous, Melun ou Paris, en principe, Paris, c'est un tout petit peu plus chaud avec son urbanisation. L'effet d'îlot urbain. Voilà, exactement. Melun doit être autour de, si je ne m'abuse, 23 en juin, en moyenne. C'est-à-dire qu'on est dans un climat tempéré. Donc évidemment, on est sur parfois il fait 17, parfois il fait 25, pour avoir une moyenne à 23. Voilà. Donc on est sur une moyenne, sauf qu'on est à 23, et là je crois qu'on est à plus 3 degrés par rapport au normal. L'après-midi. Le matin, on doit être à plus 2, je crois. Quelque chose comme Les ça. nuits sont plus respirables quand même. Oui. Ouais, et le mois de mai a été très légèrement au-dessus de la normale. On va Parce dire qu'on de a eu, saison. oui, parce On va qu'on a dire eu de les 20 saison, premiers on va jours être pourris, gentil. quoi. On va être gentil, on va dire qu'il a été de Ça s'est saison. décompté Mais sur la alors fin. qu'on dit qu'il est pourri. Non, il est de saison. Ah, voilà. Il est de saison. Eh oui, c'est la Alors, on a eu plus perception qu'on a. on a eu plus de pluie que la normale, Ouais. mais en termes de température, il est de saison. C'est dommage. C'est fou la perception qu'on a. Ouais, exactement. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que l'année dernière, on a eu chaud. Il y a 2 ans, on a eu chaud. Et donc, dès qu'on a un mois de saison, on fait c'est quoi ce temps? Tu vois? C'est fou. Hein. Ouais. Et donc, voilà, on est avant tout sur Facebook. Ça, D'accord. faut le dire. Ouais. Mais un peu sur Instagram. Et les actions en termes de Alors, on n'a pas d'action directement. ouais. Non, pas d'action Des directe. sensibilisations peut-être. Alors, on essaie un de petit peu. sensibiliser un petit peu via des articles des articles de presse qu'on Oui, bien peut sûr. publier, etc. On sensibilise aussi sur le fait que par exemple les tornades peuvent, mais en dehors de changement climatique, peuvent arriver en France. Il faut être sensibilisé à ça. Il faut pas se dire oh une tornade je vais foncer dedans. On a vu moi j'ai vu une vidéo, mais c'était à Marseille je crois que c'est dans les années 2010, où le mec il continue à rouler alors qu'il y a une tornade où on voit des débris et tout voler, passer à côté. Et le mec il dit mini tornade. Déjà bon, mini tornade c'est un terme, moi je dis à tout le monde, le terme mini tornade n'existe pas. Tu peux le dire plus fort. C'est mini tornade n'existe pas, c'est tornade. C'est une tornade ou ça n'en Niche. est pas. Et donc on met en disant déjà mini tornade, les journalistes quand ils disent mini tornade, ils mettent les gens en danger indirectement parce qu'ils disent bon tranquille, oh, c'est Ouais, mini, c'est- c'est mini, c'est tranquille, on C'est peut y mini. aller, on peut y Voilà. aller, on peut foncer dedans. On peut rouler avec Et notre mini. Voilà, exactement, on peut faire ce qu'on Faut veut. dire les termes précis. C'est Voilà. ça, exactement. Bah il y a des journalistes qui le font, mais je vois parfois Sur dans- BFM, c'est mini tornade. Ouais, enfin, je regarde plus trop BFM, mais j'ai l'impression, en tout cas, il y a quelques années, c'était ça. Ouais. Et donc, on essaye de sensibiliser un petit C'est peu. comme ne pas se mettre sous un arbre pendant un orage. Parce Voilà. que sinon, si l'arbre est foudroyé, bah, on est foudroyé Bah, avec. Hein. exactement. J'ai vu une vidéo, c'était aux États-Unis, je crois, il y a quelques temps, là, où l'arbre est foudroyé, il y avait 4 personnes en dessous et les 4 Yeah. tombent. Boum, boum, Ah oui, boum. oui, oui. j'ai Ah, vu, bah, j'ai c'est vu. ça. Ouais, c'est- Bah, ils sont c'est tous tombés. tous les ans, ça arrive, des gens qui se font foudroyer. Ouais. Et alors, parfois, tu meurs pas. Tant mieux. Enfin, tant De mieux toute façon, pour ça toi. laisse des Avec des traces. Et ça laisse des Ça traces laisse des traces sur le corps, c'est ça laisse impressionnant. des séquelles. Ouais, ouais. Ouais, Et je crois que, je sais plus, j'ai plus le nombre exact, mais tu as quand même au moins
20% des personnes qui se font foudroyer qui finissent par mourir. Donc vous faites des sensibilisations un petit peu par rapport à ça. Ouais, voilà, on faites fait des votre- alertes, Voilà. voilà, on se cale aussi à Météo France, hein, évidemment, parce que c'est quand même, et voilà, c'est une institution, quoi. Mais voilà, on fait de la sensibilisation, relevés, exactement. Quand on dit qu'il y a un épisode de pollution, on le dit. On essaye de sensibiliser, de dire évitez les déplacements. Si vous vous déplacez, peut-être prenez le vélo. Un truc comme ça. Parce que voilà, mais bon, après, de toute façon, on n'impose rien du tout. C'est juste une petite sensibilisation. Parce que les gens ont leur vie et on comprend comme ça. Donc Météo 77 sur Facebook Ouais, et Instagram. et Instagram, mais plus Facebook quand même. Ouais. Donc, On a un canal sur Twitter, mais là, je vous avoue qu'actuellement, il n'est pas trop actif. Donc Facebook, Voilà. quasiment Facebook quoi. Donc on like la page Facebook, Bah, si vous on souhaitez. relaie et voilà, si on veut savoir la météo en Seine-et-Marne, Voilà. c'est Évidemment. Facebook. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter juste Oui. une dernière phrase sur le réchauffement climatique. Face au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, j'ai envie de dire, c'est soit nous allons perdre, et c'est la fin, ou soit nous allons faire face aux défis et développer le plein potentiel de l'humanité. Mesdames, messieurs, on va finir la saison de Tribun sur cette phrase de Thomas. On va l'inscrire l'année prochaine. On va faire des t-shirts floqués. Ouais. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci à toi, merci aux youtubeurs. Merci à vous deux. Merci à Tristan d'avoir Merci à assuré Tristan. cette dernière avec brio. Sur les réactions de live, il n'y a plus grand-chose. Non. Pas grand chose, je voyais que ça descendait pas beaucoup, je me suis dit bon je vais pas... Mais en tout cas voilà, merci et donc à Tristan, merci à vous On se deux, revoit à merci à l'entrée. toutes les À la rentrée. équipes qui ont travaillé, tous les invités qui sont venus cette année, toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle si je puis dire, qui a travaillé d'arrache-pied cette année. On est en train de travailler énormément pour l'année prochaine, l'émission va être totalement revue, voilà, ça va pas tout à fait être la même que cette année. Elle va être revue dans sa structure, sur le fond comme sur la forme. Et donc on travaille tous et toutes cet été pour pouvoir vous présenter la meilleure émission possible à la rentrée. Bel été à tous, bonnes vacances. Et on se retrouve le mercredi 6 septembre sur Twitch, même canal, à 19h. Bon été à tous. Hop là. Merci messieurs. Merci Ouais, à vous. merci à vous. Ah ouais, c'est quoi